Bon, ben, bonjour à tous. Merci d'être avec nous. Rapidement, une petite présentation de nous-mêmes. En fait, vous avez Olivier Pagès qui est président de Fly4You. Et Sandrine Carité, je m'occupe en fait de toute la partie plateforme et application et gérer les projets chez Fly4You. Alors, nous avons merci d'être là d'abord. Nous avons une période de 40 minutes qui est allouée par WeSeed, 20 minutes de présentation de notre part. On va essayer de mixer. On avait quelques petits problèmes techniques, désolé du retard, mais quelques petits problèmes techniques avec du Wi-Fi, même si c'est une technique qu'on emploie pour localiser nos actifs. Mais vous voyez, quelquefois, les cordonniers sont les plus mal chaussés. Et puis ensuite, on aura 20 minutes de questions. Et donc, on a déjà eu beaucoup de questions sur le web. Vous avez été très prolixe. Et donc, on a déjà répondu. Donc, on peut répondre à toutes les questions que vous souhaitez, y compris à celles à laquelle on a répondu par écrit. Alors, moi, je voudrais faire une petite introduction en vous disant d'abord, merci de tous les de l'intérêt que vous portez au dossier. Comme vous savez, on a un fonds d'investissement dans notre capital aujourd'hui et sans faire la différence entre des euros de fonds d'investissement et des euros de privés qui investissent chez Fly, on est très sensible à non seulement l'intérêt que vous nous portez, mais avec la volonté que vous voulez investir dans une structure comme la nôtre, en démarrage, sur des marchés nouveaux, avec des technologies nouvelles, avec votre propre argent. Ce n'est pas faire injure à nos amis des fonds d'investissement que de dire que ce n'est pas leur propre argent. Et je sais ce que veut dire investir sur des projets de ce type, votre propre argent qui a subi l'impôt. Donc, je voulais, en introduction, vous dire déjà merci et on a énormément de respect pour vous et pour l'intérêt que vous pouvez avoir et surtout l'investissement que vous allez faire chez nous. Alors, je ne sais pas si on peut avoir la presse. On va essayer d'avoir ça parce que ça nous paraît important d'avoir quelques petits slides de support. Tout d'abord, Fly, c'est parti d'une conviction qui est de dire qu'à terme, toutes les marchandises à terme vont parler. On en est convaincu. On revient là, on prend l'avion, on a pris l'avion ce soir pour revenir d'une grande ville française où on a vu un gros acteur de la GMS et on s'aperçoit qu'effectivement, même après 1 an, 2 ans, ce type de grand acteur commence à être convaincu de ce dont nous sommes convaincus, nous, depuis 2-3 ans. Et quand on dit faire parler les marchandises, c'est pas énormément de temps, c'est pas énormément d'informations, mais c'est peut-être une information par jour, une information tous les 3-4 jours autour de la géolocalisation, du suivi de température, de l'usage. Et ça, on est persuadé aujourd'hui, et c'est au moins ce qu'on a appris pendant ces 2 ans, c'est que les marchandises, et en particulier les marchandises mobiles, donc qui n'ont pas de capacité à pouvoir être connectées au secteur, vont parler. Et ça, c'est une certitude aujourd'hui. Elles parleront dans des conditions que l'on pourra définir, mais clairement, on est aujourd'hui sur un marché qui est pas naissant, mais qui est en train de maturer, et on en a la preuve tous les jours. Donc, je voudrais déjà vous confirmer que tout ce qu'on peut voir, nous, depuis fin 2017, début 2018, ne fait que confirmer l'intérêt d'avoir un acteur en France un peu en avance sur ce type de service. Alors, j'espère que la techno fonctionne et que vous voyez ce que je vois. Ce que nous faisons, vous avez là un slide d'un panneau qu'on avait fait réaliser par la French Tech chez Slush à Helsinki. En fait, notre objectif et la valeur finale de ce qu'on vend à notre marché, c'est qu'on s'aperçoit qu'on est capable de transformer des sociétés qui produisent un bien en des sociétés qui produisent un bien plus qui vont vendre de l'information qui est attachée à ce bien ou à cette marchandise. Et ça, c'est vraiment une
un enjeu qui est extrêmement important. On le voit dans la GMS, on le voit dans les tourées de câbles, on commence à le sentir dans d'autres secteurs industriels. Le fait que les marchandises et supports de manutention peuvent embarquer de l'information, ça c'est important. Et on va pouvoir faire passer l'industrie d'une logique purement industrielle et produit à une logique sur des services. Et ça, cet enjeu est majeur. Mais Michelin l'a fait avant d'autres. Hein. Michelin, aujourd'hui, une grosse partie de leur chiffre d'affaires, c'est du service. Ce n'est plus de la vente de pneus. Et comment ont-ils fait ça? Bien, par exemple, ils ont introduit dans leur pneu, dans le pneu remorque ou de camion, des contacteurs, des sensors de pression de pneus qui permet de leur faire dire d'ici quelques temps d'appeler le chauffeur du camion pour lui dire, eh bien, dans 15 km, on a pris un rendez-vous. On a pris un rendez-vous pour que tu puisses changer tes pneus. Sinon, au-delà de 10 ou 15 km, il peut y avoir un risque d'éclatement qu'on veut absolument éviter. John Deere, dans le domaine du tracteur, qui est une très grosse société américaine, a eu l'idée géniale, en dehors de mettre un GPS sur ces tracteurs qui leur permet d'automatiser complètement le labour, de mettre une station météorologique sur leurs tracteurs. Aujourd'hui, ils sont devenus la plus grosse base de données météorologique pour activités météo-sensibles aux États-Unis. Et ils vendent ces données. Nous, on pense que la valeur qu'on va pouvoir développer vers notre marché sera une valeur qui sera non seulement de la maîtrise d'actifs, mais qui sera aussi la vente de ces nouveaux services, de ces nouvelles informations que les marchandises vont pouvoir embarquer grâce à nous. Alors, ce n'est pas que du rêve, hein, puisque en fait, nous l'avons réalisé avec les tourées de câbles. Alors, ces grosses bobines que vous voyez s'appellent des tourées. Non seulement l'intérêt, c'était de tracer des tourées, mais c'était aussi de tracer le couple tourée-câble. Donc, vous voyez la matière grise que vous voyez sur du câble. Et aujourd'hui, nous avions, enfin, il y a quelques temps, on a vendu l'idée à Nexans et à ses clients de pouvoir tracer à la fois le touré, mais aussi le couple câble et touré. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, Nexans est en train de développer, et on est bien placé pour le savoir, puisque c'est par nous qu'il va passer pour déployer ce pool de tourés connectés. Ils sont en train de déployer ce service au profit de leur marché et pour monétiser la donnée. Alors, qu'est-ce que ça veut dire dans ce cadre-là? Ça veut dire, par exemple, que le client de Nexans est capable de savoir quand est-ce que sa commande est partie d'usine, si elle est sur le camion, si elle est arrivée sur le chantier, si derrière, si ensuite elle bouge la nuit, si elle est bien sur le chantier toute la journée, si il reste du câble sur le touret ou si on est en fin de câble. Ça, c'est des valeurs qui vont au-delà du tracking d'actifs. Ça crée de la valeur qui est monétisable, soit pour monétiser, c'est-à-dire pour facturer ce service et cette information à son propre client, ou alors de se différencier sur un secteur qui est relativement classique et mature, se différencier par rapport à sa concurrence. Et aujourd'hui, je ne peux pas aller plus loin parce que j'ai des informations confidentielles sur le sujet, mais je peux vous dire sans trahir des secrets que ce process est en cours et cette valeur ajoutée est en train de se concrétiser. Alors nous, on ne veut pas tout faire hein, dans le métier, on veut se concentrer sur les actifs qui bougent et qui n'ont pas de source d'énergie propre. Un objectif de créer deux types de valeurs, une valeur purement maîtrise d'actifs et une valeur création de valeur client qui va pouvoir, comme je vous le disais, être monétisée par nos clients. Ça nécessite de connaître spécifiquement nos métiers, les métiers de nos clients pour pouvoir créer de la valeur autour de l'information. Alors, aujourd'hui, on est, malgré mes rares cheveux blancs, on est une société jeune. On a été créé en juin 2015. On est réellement sur le marché depuis mars 2016. La première partie de 2016, les 9 derniers mois de 2016 ont été concentrés sur le fait de faire des pilotes, des proof of concept en France essentiellement. Et l'année 2017 devait voir le déploiement de certain nombre de
de devices à tracer, ce qui a été largement réalisé, puisque aujourd'hui, on trace à peu près 3000 actifs et on est en train de déployer les premiers contrats à gros volume sur ces métiers, et en particulier dans l'industrie. Sur 2018, on est sur une phase de l'ordre de 20 000 unités qu'on souhaiterait confirmer et déployer. Il faut savoir que le marché est va largement au-delà de ces 20 000, puisque on répond en ce moment à des appels d'offres de plusieurs dizaines de milliers, voire centaines de milliers d'unités. Donc, je ne suis pas sûr qu'on performera sur tous les appels d'offres que l'on est en train d'étudier et auxquels on est en train de répondre. Mais cela veut dire une chose à minima, c'est que, premièrement, on est considéré aujourd'hui comme étant, sans être incontournable, parce que c'est un peu immodeste, mais un vrai acteur de référence dans ces métiers. Et puis, deuxièmement, on s'aperçoit que les marchés deviennent de plus en plus matures et de très grands comptes sont en train de se poser la question de comment créer de la valeur autour de ces technos. Et je pense que l'évangélisation qu'on a mis en œuvre depuis maintenant 2 ans a permis aussi aux grands comptes de pouvoir être sensibles à ces nouvelles technologies. Les potentiels de marché sont énormes. On commence à avoir des pilotes à l'étranger, en particulier en Europe. On a un pilote au Japon qui se passe très bien. Et on commence à se structurer pour pouvoir regarder on a une équipe qui commence à traquer le marché en Espagne et dans les pays latins. Et on a une équipe également de jeunes qui sont en train de travailler le marché allemand, tchèque et estonien sur l'année 2018 pour commencer à nous structurer en matière commerciale. Donc, les enjeux, on est vraiment dans des logiques de supply chain, on est dans des logiques industrielles, dans des logiques, dans des métiers les métiers concernés, c'est la grande distribution, c'est des métiers manufacturiers, et avec une vision de 2 types d'enjeux, comme je vous le disais, un monitoring d'actifs et puis une création de valeur client qui est celle dont je vous parlais à l'instant. Alors, pour rentrer plus dans le détail, le type de valeur, et c'est important parce que nous vendons des enjeux, nous vendons de la valeur, nous vendons en fait un système technique qui, in fine, aboutit à de l'information qui doit créer de la valeur dans les organisations. Alors, déjà, objectiver la date, l'heure, le lieu de réception d'une marchandise, d'un support de manutention, d'un actif de chantier, c'est extraordinairement profitable pour l'industriel. C'est-à-dire pouvoir dire, ben, mon actif, il est arrivé au bon moment, au bon endroit, j'ai plus de litige, je sais que ça peut générer de l'administratif et la facturation, pourquoi pas. Ça peut générer des transferts de responsabilité, des transferts de propriété. Donc, le fait que ça soit fait de façon automatique par les marchandises ou par les supports de manutention ou par tout autre actif, ça peut être des bennes, des remorques, ça peut être, nous on travaille avec ce type d'actifs, des bennes, des remorques, des supports de manutention, des grosses boîtes à outils, des tourées de câbles bien sûr, des palettes box, etc. Déjà, pour leur faire dire on est au bon endroit au bon moment, c'est très important. Mais ça peut être aussi la rupture de la chaîne du froid. C'est-à-dire, Danone demain va pouvoir faire dire à ses palettes de yaourt, et moi je vous garantis que ma palette de yaourt a bien respecté la chaîne du froid et qu'il n'y a pas eu rupture. Et ça, c'est une chose qu'aujourd'hui, toutes les industries alimentaires rêvent de faire. Mesure de l'usage, ça veut dire par exemple, eh bien, je suis un leaser d'équipement de chantier qui travaillent entre 4 et 10 heures par jour. Je ne sais absolument pas combien d'heures réellement ils ont travaillé dans le mois. Je pourrais peut-être envisager de liser et d'adapter ma location d'actifs auprès de l'utilisateur en fonction de son usage que je suis capable de mesurer par des capteurs que nous mettons en œuvre dans notre device complet. Voilà déjà des exemples très pratiques autour duquel nous on travaille. Alors, les actifs sont très nombreux, les fonctions sont nombreuses également. On tourne, nous, on essaie de serrer parce qu'il y a énormément de choses à faire sur 2 grands domaines, des domaines de géolocalisation, outdoor, enfin, à l'extérieur et à l'intérieur des bâtiments. Et puis, il y a un deuxième volet de fonctions qui sont la température, tout ce qui est autour de l'environnement de l'actif, température, suivi de mouvement, suivi de l'usage, le choc, par exemple, mesurer que
puisqu'on est en terre aéronautique ici à Toulouse, garantir à Airbus que les pièces détachées sont bien arrivées au bon endroit, au bon moment, mais avec un niveau de choc qui est inférieur à un seuil à définir. Ça peut être également dans beaucoup d'endroits, ça peut être dans des entrepôts, des usines, des magasins. Là, on a parlé la journée d'aujourd'hui de tracking d'actifs dans des magasins ou des entrepôts. Et ça peut être dans des sites évidemment extérieurs comme des chantiers ou même dans des champs de betteraves quand on parle de bennes ou de tours et de câbles. On a trois grandes briques métiers et c'est là où on s'adapte très, très fortement au marché, à nos grands comptes. Le device est très spécifique à nous, très spécifique puisque c'est nous qui le concevons en termes techno, c'est nous qui intégrons la carte, on sait quel élément on a mis dans la carte hardware, l'intelligence embarquée qu'on appelle software embarqué qui permet en fait à cette électronique de fonctionner dans les conditions que l'on souhaite est également réalisée chez nous et conçue chez nous. La partie data, métier, récupération de l'information et structuration de l'information en fonction des demandes de nos clients, c'est également nous qui le faisons au travers du département de Sandrine. Et puis, nous externalisons la partie réseau au travers de plusieurs technos. Et une des caractéristiques, c'est qu'on est assez agnostique dans ces métiers parce que dans ces réseaux, malgré le fait qu'on soit toulousain, on n'est pas que Sigfox, on travaille avec du LoRa, que ce soit avec Orange. Demain, on est chez Orange. Aujourd'hui, on parlait plutôt Sigfox et on a d'autres dossiers où on va parler GSM pour pouvoir nous adapter à tous les besoins de nos clients. La partie ThinkWorks nous permet de structurer la data et puis et ça c'est très important parce que c'est une composante métier qui est très importante pour nous parce qu'en fait on comprend le besoin du client, on lui parle peu technique mais on le fait parler sur ses besoins, comprendre comment on va pouvoir créer de la valeur et c'est une caractéristique de ce que nous faisons chez Fly, bien comprendre le métier, bien comprendre comment on va pouvoir créer de la valeur et quelles sont les contraintes de coûts, de tarifs qu'on va être obligé d'intégrer pour pouvoir être le plus performant possible et pour pouvoir créer le plus de valeur possible chez nos clients. Et puis, on a 2 briques support. On est capable de faire financer le device au travers d'un leasing qui va nous dire, par exemple, qui va nous faire passer d'un achat d'investissement à un achat mensuel, un compte de résultat mensuel. Je vais aller vite parce qu'on me dit que il me reste 5 minutes. On a plusieurs métiers. Chaque métier, des gens qui sont même s'ils sont plus jeunes que moi, ont une certaine maturité dans leur métier et qui encadrent des jeunes qui ont entre 27 et 30 ans et avec lesquels on travaille en bonne intelligence. Les métiers que vous voyez là sont des métiers essentiellement bien sûr techniques. Hein. Vous avez Manuel Braque qui est responsable software embarqué, Sandrine Carité qui est à mes côtés, qui est chef de projet et puis responsable de toute la partie data. On a quelqu'un qui vient nous rejoindre, qui est Pierre et qui nous rejoint sur toute la partie hardware et mécanique. Et ensuite, Nia est le responsable production puisque c'est nous qui voulons, qui drivons, qui maîtrisons, qui conduisons les producteurs de nos cartes avec lesquels on a des relations, je dirais, quasi quotidiennes. On a un double ADN, comme je vous l'ai dit, je vais aller vite, à la fois IoT industriel, mais aussi supply chain, et qui est assez caractéristique et qui est assez unique dans ces métiers. On parle beaucoup de technique souvent, c'est souvent des, entre guillemets, moi je suis un ingénieur, il y a longtemps que je ne fais plus complètement de la technique et je n'étais pas un spécialiste de l'électronique, mais par contre j'ai 25 ans d'expérience dans les domaines du business et en particulier dans le domaine de la supply chain. Et clairement, ce lien entre les besoins, la compréhension des besoins du client et puis les choix techniques est très profitable pour la confiance qu'on doit créer auprès de nos clients. On a un business model qui crée du cash parce qu'on travaille souvent avec un leaser qui nous permet en fait d'éviter le problème classique de la croissance qui est consommatrice de cash. Et donc, nous, on est capable de créer du cash au travers de nos partenaires pour que la croissance, même si on passe demain à 25, 30 000, voire 80 000 ou 100 000 unités, on n'ait pas des besoins importants de cash parce que ce sera financé directement par des leasers.
Les feuilles de route sont assez claires pour nous. Jusqu'en milieu 2018, on développe des devices standards et des services associés. Il faut savoir qu'on est en train de travailler sur 4 ou 5 verticales métiers. On a une verticale métiers qui ont des caractéristiques tant de hardware que de software embarqué, que de data et de compréhension du métier différents, ce qui nous permet d'être très pertinent sur des secteurs. Et on a une verticale métier comme le touret, on a une autre verticale comme les bennes, une autre comme les remorques, une autre comme les supports de manutention, où là, on utilise des techniques différentes, avec des structurations de data différentes, mais qui nous permettent d'être vus, par exemple, pour tous les tourets, comme étant un spécialiste aujourd'hui européen du touret connecté. Et ça, on voudrait devenir le spécialiste européen, voire peut-être mondial, de l'information embarquée sur 4, 5, voire une dizaine de verticales de marché de ce type. On est en train de le réaliser sur le touret. On sait comment le réaliser sur d'autres secteurs. On a les partenariats clés. On vient d'être choisi, par exemple, c'est une nouvelle par PwC pour rejoindre son accélérateur mondial, pour qu'on puisse profiter au niveau de notre internationalisation des compétences et du réseau PwC, les conditions qu'on est en train de discuter avec eux, mais clairement c'est un point important pour pouvoir accélérer notre développement dans les 2-3 ans qui viennent. Sinon, on s'appuie effectivement sur des partenariats comme Econocom, évidemment avec des gens comme Sigfox, Obgenius, Orange, La Poste qui ont des réseaux LP1. Mais aussi, on a un jeune docteur ingénieur qui est en train de faire sa thèse en liaison avec l'ULAS. Et l'idée, c'est d'avoir beaucoup de partenariats et beaucoup d'alliés dans ce monde qui nécessite de ne pas partir seul à la bagarre. On travaille à l'étranger. On a eu des appels rentrants sur pas mal de dossiers étrangers dont vous avez un détail. On est fiers d'avoir été choisi par Sumitomo sur un dossier de tracking d'actifs qui nous a fait passer par 4 ou 5 pilotes dont on est sorti victorieux. Et on attend aujourd'hui un déploiement qui pourrait intervenir en 2018. Sinon, on sent bien qu'on est évidemment tributaire des réseaux Sigfox ou LoRa et qui est en train de se déployer tous les mois de façon positive et qui nous ouvre en fait des marchés de plus en plus importants. Nous n'oublions pas le GSM parce que le GSM et tous les opérateurs telco sont en train de trouver des solutions pour concurrencer les Sigfox et les LoRa. Et donc, avec une offre mondiale, là, dans ce cas-là, ou sur des flux mondiaux, on travaille également avec eux sur des devices un peu différents de ce qu'on a aujourd'hui sur du Sigfox, du LoRa, mais pour pouvoir tracer des flux mondiaux, ce qui n'est pas encore tout à fait le cas pour Sigfox et LoRa. On a un certain nombre de potentiels reconnus. Je vois que Laurie a rajouté notre dernière, puisque jeudi dernier, on a été gagnant du prix Startup de l'année décerné par l'Occitanie, qui est aujourd'hui une grande région, au moins sur un plan géographique, puisque ça va de Nîmes à Tarbes, et en remontant vers une partie du Massif central. Donc, on a été élu Startup de l'année. On en a été très fiers. Et content aussi puisqu'il y a un chèque de 15 000 € qui nous a été accordé, donc ce qui ne fait évidemment pas de mal. Voilà, j'arrive à la fin de ma présentation. Je voulais simplement vous dire que on commence à être reconnu aussi à l'international. On a été identifié comme étant dans le top 25 des startups qui étaient à Helsinki, à Slush, où on était présent invité par la French Tech, un grand rassemblement il y avait 1200 startups. C'est la seule start-up en France qui a été identifiée par ce magazine en liaison avec les Échos qui nous a prouvé qu'on pouvait faire aussi bien que beaucoup d'étrangers sur ces métiers. Je pense qu'en France, on a un quart d'heure ou une demi-heure d'avance, je dirais, qui peuvent se traduire en un mois ou au moins en une année ou deux sur ces nouvelles technologies de transmission de données qui, comme vous voyez, peuvent créer énormément de valeur. Voilà, je suis à votre disposition. Je ne sais pas si j'ai été trop long, Laurie, peut-être. Et je pense maintenant répondre à vos questions. Alors, d'abord, Sandrine, est-ce que tu veux rajouter? Parce que là, j'ai parlé beaucoup. Oui, tu as parlé vite, hein, j'espère que ça va générer les questions. J'imagine que c'est bien. Bon, donc,
Tu veux répondre à la première? Non, vas-y, je t'en prie. Alors, aujourd'hui, les capteurs météo, on en a parlé sur les tracteurs John Deere. Il faut lire la question. Il faut lire, excusez-moi. Vous pensez mettre, c'est Ruben qui dit, est-ce que vous pensez mettre des capteurs météo aussi à un moment donné? Alors, à l'instant T, non, parce que les marchés sont tellement, je vais répondre assez court, de façon assez courte et brève. Non, parce que d'abord, c'est un autre métier, c'est des secteurs qu'on ne connaît pas nécessairement à l'instant T. Et on voudrait, et clairement, voilà. Donc, on dit pour l'instant non, mais ce n'est pas notre métier pour l'instant. Pierre-Marie dit comment ce device communique-t-il? Alors, c'est un nouveau système de communication, c'est avec des réseaux. Jusque-là, on était sur des systèmes de communication GSM. Jusqu'à il y a 5-6 ans, on ne pouvait pas avoir d'autonomie parce que la communication GSM était trop consommatrice de temps. Donc, est arrivé il y a 4-5 ans ce qu'on appelle des low power one. Et on a donc avec deux schémas, deux systèmes, Sigfox et LoRa, et c'est par ces médias, par ces moyens que l'on communique. Elle a deux avantages, elle communique très peu, elle consomme très peu d'énergie, et deuxièmement, elle est assez peu chère et beaucoup moins chère que le GSM. Ensuite, Daniel me dit, est-ce que la localisation marche-t-elle à l'étranger? Marche-t-elle aussi pour des marchandises voguant sur les océans? Alors, elle marche à l'étranger. On est plutôt, pour faire simple, le LP1 fonctionne sur l'Europe de l'Ouest. On commence à attaquer, les pays de l'Est. Les États-Unis commencent à s'ouvrir, mais comme c'est quasiment un pays continent, ça met un peu plus de temps. Sur les océans aujourd'hui, donc on suit effectivement. On a pu faire des tests on commence à faire des déploiements en Asie, mais c'est en démarrage. Et dans les années qui viennent, c'est clair que l'étranger va être complètement couvert, soit par les deux systèmes LoRa Sigfox, soit par un des deux. Sur les océans, pour l'instant, on ne s'y est pas. Alors, il y a d'autres technologies qui permettent de le faire sur les océans, en particulier pour les containers maritimes. Ce n'est pas notre spécialité aujourd'hui, et on a déjà énormément à faire inland, c'est-à-dire à l'intérieur des terres. Alors ensuite, pourriez-vous préciser comment, si vous vendez également les données générées par vos capteurs, en plus des capteurs eux-mêmes? J'imagine qu'il y a des problèmes de droit de propriété sur les données générées. Alors, c'est une très bonne question. Nous, on se positionne plutôt comme étant, et on l'a encore dit cet après-midi, la propriété des données appartient à nos clients. On ne rentre pas dans un débat où on va pouvoir utiliser ou tirer un revenu des données elles-mêmes. Je ne dis pas qu'on ne le fera pas demain en anonymisant les données, mais pour l'instant, ce n'est pas dans notre business model. On n'est pas en train on n'est pas Facebook, si vous voulez, et on est très clair vis-à-vis de nos clients. On ne veut pas faire de l'argent on ne veut pas rajouter un revenu autour de la data pour l'instant, mais si on le fait, on le fera de façon anonymisée et avec l'accord, bien évidemment, de nos clients. Combien coûte le device et combien est facturé le service? Alors, le device, ça tout dépend des fonctions que vous avez. C'est Pierre-Marie qui pose cette question. Le device, pour être simple en fonction des volumes, ça va entre 60 € et 140 €. Et le service, en gros, si on passe par un système locatif, sur la durée d'autonomie des piles qui dure 6 ans, entre 6 et 7 ans, on peut aller plus loin, mais déjà 6-7 ans, c'est déjà une durée qui est assez longue pour un contrat industriel. On est entre 1 €, voire 0,5 € par mois à 2 € par mois. Donc, en gros, sur l'année, ça peut être facturé de 6 € à 24 € en fonction des besoins et des fonctions différentes. Jérôme, l'Espagne et les Pays-Bas est un couple de pays qui exportent beaucoup peut-être. Ce sont des pays européens sur lesquels se concentrer. Alors, c'est tout à fait vrai. On a une équipe déjà qui est en marche sur l'Espagne, qui va commencer aussi sur le Portugal. Et on est en train la deuxième étape sera d'avoir des représentants sur le Benelux. Donc, Jérôme, tout à fait, on est d'accord avec toi parce que c'est déjà dans le pipe, au moins pour l'Espagne, et on commence à y passer sur les Pays-Bas. Jérôme pose également une question. Vu toutes les activités potentielles, comment allez-vous recruter les commerciaux, développer une formation interne et combien par an? Alors, pour l'instant, on travaille avec des représentants à l'étranger que l'on forme chez nous. Et on est en train de s'organiser en interne. On a des équipes,
Pour l'instant, l'équipe business développement est concentrée sur 2 personnes ici, voire 3. Et pour éviter d'alourdir les structures, on commence par, dans les pays, ça va nous suffire pour la France avec les 3 personnes. Par contre, sur les pays étrangers, on va travailler d'abord avec des représentants et après on va créer des filiales quand on aura bien identifié que les représentants avec qui on a travaillé sont les bons. Jean-François, les sociétés de location de vélo en libre service ou non pourraient-elles utiliser votre device en l'insérant pour le cacher dans le cadre du vélo? On a eu des demandes, ça demande une adaptation mécanique qui est tout à fait possible. Pour l'instant, on est plutôt dans des logiques de support de manutention, d'actifs de chantier plus lourds, plus volumineux, des actifs plus volumineux. Et rien ne nous empêche aujourd'hui de commencer à travailler le sujet du vélo. C'est possible. Alors, je sais qu'en plus, à Paris, je pense qu'ils ont quelques problèmes de mise en œuvre de leur nouveau contrat. Donc, ça pourrait être effectivement une solution. On a déjà été contacté par ce type d'acteurs. Mais à l'instant T, on n'est pas sur ce marché-là. Mais pourquoi pas? Jérôme demande, le device est fait en France, oui, ou allez-vous délocaliser la fabrication quand vous allez devoir produire en masse? Alors, moi, je suis attaché à produire en France parce que je suis moi de culture industrielle et que je pense que une partie des problèmes qu'on rencontre en France, c'est le fait que l'industrialisation, il y a eu une désindustrialisation massive. Donc, clairement, nous, on est très attachés à ce que notre device soit produit en France. Il est produit aujourd'hui et monté à Castres, à côté de Toulouse, pour garantir une proximité avec nos équipes, pour pouvoir travailler les processus, pour travailler les bandes de tests, les tests de qualité, etc. Donc, oui, jusque-là, il sera made in France. C'est sûr que peut-être, si on passe à 200 000, 500 000 unités, peut-être qu'on aura à un moment ou à un autre un intérêt à passer, si on peut passer par… aujourd'hui, ce n'est pas d'actualité, mais on ne l'exclut pas. Aujourd'hui, le Made in France nous paraît très important. À quoi sert votre plateforme web? Alors, ça va me permettre de boire un peu et de vous laisser la parole, à Sandrine. En fait, elle sert à mettre en valeur toutes les informations que remontent nos devices. On arrive à faire différentes mises en forme en fonction des besoins du client, des besoins métiers. Généralement, c'est juste de la retranscription, mais après, on peut faire des graphiques, des KPI, différentes représentations, des historiques de déplacement, quand c'est des données de localisation, des durées d'immobilisation. Voilà. Et puis, très spécifique au métier. C'est-à-dire que la plateforme web pour un touré de canne n'a rien à voir avec la plateforme web pour un support de manutention ou pour une bétonnière. Et ça, c'est très particulier, c'est très important. Alors, Guillaume qui demande qui maintient cette plateforme, vous ou un prestataire? Ben non, mais c'est nous, on fait tout. Voilà. On utilise en fait la plateforme ThinkWorks qui est, on va dire, une suite logicielle, un framework. Voilà, donc qui est dédié, qui est une plateforme en fait, vous pouvez chercher sur internet, hein, qui est vraiment dédiée en fait à l'IoT, qui fournit, on va dire, tous les composants de base, gestion des utilisateurs, management des devices, tout ce qui est sécurité, voilà. Et au travers de cette plateforme, du coup, on va dire créer, c'est là qu'on va créer du coup l'interface graphique, donc sous forme de widgets, de tableaux, de listes, de cartographie, voilà. Donc grâce à cette plateforme, en fait, on arrive à développer des trucs, on va dire assez sympas, sans trop d'efforts, de déploiement de moyens. Voilà. Ce qu'on ne veut pas, c'est avoir une armée d'ingénieurs software qui serait data, qui serait obligé de structurer, de restructurer à chaque fois la plateforme en fonction des besoins du client. Et ça, c'est ce que nous amène ThinkWorks de chez PTC, qui est connu comme étant une plateforme de grande qualité dans le domaine de l'IoT, de l'Internet des objets, nous permet de le faire. Jérôme qui dit Californie, première référence mondiale, bientôt. Pourquoi pas. C'est vrai qu'une définition d'une start-up, c'est quand même qu'il y a une vocation internationale et on est bien dans cette logique-là. C'est-à-dire qu'on s'appuie sur le marché français parce que c'est le plus facile pour nous, on le connaît et on a des relations
assez étroite avec un certain nombre de grands comptes. Mais c'est vrai que très rapidement, il faut passer à une logique internationale et on est calé, on sait organiser nos systèmes d'organisation, tant en termes humains qu'en termes de process de décision, sont calés ou de reporting sont calés pour pouvoir accueillir des filiales anglaises, des filiales espagnoles, voire des filiales américaines où on va commencer à pointer notre nez. Quels sont vos concurrents principaux? Alors, on a fait un petit test récemment, on a regardé sur la plateforme Sigfox quelles étaient les sociétés qui présentaient des devices similaires aux nôtres. J'ai pris 3 caractéristiques, GPS, classe 0 qui est le plus haut degré de sensibilité chez Sigfox, industriel, et puis commercialisé. C'est-à-dire ils n'étaient pas sous forme de prototype, mais ils étaient prêts à commercialiser. On a trouvé 5 devices. Ces 5 devices, dès le moment où vous rajoutez des critères du type résistance au choc, supply chain, résistance au choc du device, résistance à l'eau, comme on l'a, nous, Karcher, par exemple, dans les domaines difficiles que peuvent être la supply chain, spécialisé dans la supply chain, il y a plus personne. Donc, effectivement, on a des concurrents et on continue, et on en aura. Il y a une société belge qui travaille également sur ces sujets. La caractéristique de ces gens-là, c'est que souvent, soit ils sont monofonctions, soit ils sont mono système de transmission de données. Par exemple, un auquel je pense c'est Sensolus, c'est des gens qui ne travaillent que pour Sigfox. Ça n'est pas notre vision. Et nos clients nous écoutent parce qu'ils savent qu'on ne leur vend pas du Sigfox, on leur vend une réponse aux besoins. Sophie, quelles sont les limites des conditions d'utilisation? Alors, on embarque des batteries. Donc, c'est clair que la température au-dessous de 10 degrés, 15 degrés, moins 15, moins 10 a un impact. Mais maintenant, on a des systèmes pour nous permettre de continuer à utiliser le device. Mais c'est vrai que sur de très basses températures, on a une moins bonne autonomie. Donc ça, on le prend en compte dans la mise en œuvre. Au niveau de la pression, à l'instant T, on n'a pas de contrainte particulière sur la pression. Et pour l'instant, on n'a pas de use case, de cas d'usage à 100 mètres sous la mer. Donc à l'instant T, ça ne nous a pas fondamentalement posé de problème. Bertrand, pouvez-vous donner des précisions sur votre plan de commercialisation? Comment allez-vous procéder pour faire connaître rapidement et par un maximum d'entreprises sur quel pays? Alors, d'abord, on l'a fait sur la France et on a plusieurs méthodes de communication. On travaille beaucoup. D'abord, on a un site web. On va commencer à réaliser un blog. On est sur les réseaux sociaux. On est assez présent sur les réseaux sociaux. On fait régulièrement entre 3 et 4 relations communiquées de presse par an. On fait à peu près 5 ou 6 salons professionnels spécialisés dans l'IoT par an. Pour l'instant, jusqu'en 2017, ils étaient concentrés sur la France. Cette année, on sera à Barcelone. Je pense qu'en 2019, on va peut-être aller faire un tour à Las Vegas parce que je pense qu'on sera prêt à attaquer peut-être quand je dis Las Vegas, c'est pas pour aller jouer au blackjack, mais c'est parce qu'il y a un très gros salon électronique qui s'appelle CES, le CES à Las Vegas. Je vois peut-être un peu. Mais donc ça, c'est une possibilité. Ça, c'est le roadmap. Après, les techniques que nous employons sont par exemple, à l'étranger, comme je vous disais, on a des représentants qu'on teste pendant 8-9 mois qui ont 2 caractéristiques. C'est des gens qui connaissent la high-tech et qui ont déjà vendu des services et qui également connaissent la supply chain et l'industrie. Voilà. On essaie de limiter les coûts. On essaie de limiter les coûts pour éviter de dépasser les budgets. Donc, avec des moyens de communication extrêmement ciblés sur l'IoT et les industries. Il y a un bon indicateur. En juin 2016, on avait un appel entrant par jour. Excusez-moi, par jour, c'est un peu compliqué. Un appel entrant par semaine. En juin 2017, on en avait 5 par semaine. Et là, en ce moment, on en a à peu près une dizaine. Alors, tout n'est pas du caviar, mais ça montre qu'il y a une notoriété qui se construit et on reçoit aujourd'hui des appels d'offres
directement des grands comptes quand ils commencent à s'intéresser à ces sujets. Donc, ce qui veut dire, c'est un bon indicateur que nos métiers, nos moyens de commercialisation commencent à être plutôt efficaces. Quels sont les signes objectifs de maturité du secteur? Alors, j'en ai un tout petit peu parlé, mais c'est clair que, vous savez, il y a plusieurs façons de ne pas réussir dans une création d'entreprise. C'est d'avoir raison trop tard et d'avoir raison trop tôt. Les deux sont aussi dangereuses. Les deux méthodes. Pourquoi? Parce que vous arrivez trop tard, il y a du monde qui fait déjà ce que vous faites et il y a la difficulté à aller accéder au marché. Et si vous arrivez trop tôt, eh bien, vous pouvez épuiser à la fois vos actionnaires, épuiser vos collaborateurs, épuiser un peu tout le monde. On a la certitude aujourd'hui, après 2 ans de présence sur le marché, qu'on est là au bon moment, au bon endroit, parce qu'il y a des signes qui ne trompent pas. Les signes qui ne trompent pas, c'est par exemple l'arrivée d'un certain nombre d'appels d'offres de très gros volume qui commencent à être spreadés qui commencent à être déployés sur différents secteurs. On a parlé des tourées de câbles, on parle des bennes et des remorques, on a les supports de manutention dans la grande distribution. Cela prouve qu'ils sont intéressés par ces technologies, ils ont commencé à faire une réflexion à l'intérieur de leurs organisations et ils reviennent vers nous pour dire voilà, qu'est-ce que vous pouvez nous proposer. Ça prouve bien que le secteur est mature et donc nous arrivons au bon moment, au bon endroit. Quels sont les nouveaux services sur lesquels vous travaillez? Alors, on travaille sur clairement ce qui marche bien et on a eu cet exemple-là avec les tourées, on voudrait le déployer et le dupliquer, c'est-à-dire de bien comprendre le métier et de faire en fait une sorte d'offre de commercialisation sur les 3 briques que sont le device, la connectivité et la plateforme data, qui soit vraiment spécifique au métier concerné. On a bien fonctionné avec Nexans parce qu'on a bien compris leur métier, on a organisé des groupes de travail, on a fait rencontrer les équipes de Nexans avec leurs clients, on a posé des questions qui quelquefois pouvaient paraître étonnantes en disant à des gens qui travaillent sur les chantiers, mais si vous pouviez faire parler le touré que vous recevez, qu'est-ce que vous voudriez qu'ils vous disent? Bon, eh bien, évidemment, il y a eu un petit peu de flottement parce qu'ils se demandaient pourquoi on posait une question comme ça. Mais dès le moment où ils ont vu qu'on était sérieux et qu'on pouvait faire parler, entre guillemets, un touré, et les chefs de chantier ou les chargés d'affaires ne s'arrêtaient pas sur le type de valeur qu'ils voudraient qu'on crée. Et ça, si vous voulez, c'est très caractéristique de notre de comment on peut gagner dans ces métiers pour être, en gros, ne pas proposer quelque chose de commun à tout le monde et quelque chose de spécifique à chaque secteur. Et c'est comme ça qu'on peut devenir le spécialiste, je dirais, européen du touré connecté. Aujourd'hui, on a des demandes de l'ensemble de l'Europe sur les tourés. Pourquoi? Parce qu'on a travaillé le métier et on a travaillé les besoins. Autre question, avez-vous pris des mesures contre le piratage de données, notamment votre plateforme? Alors, je crois que Sandrine va répondre. On dit qu'on travaille en respect de tous les standards au niveau de la sécurité. Du coup, voilà, on n'est pas sujet à plus de soucis de sécurité, de piratage que d'autres. Mais parce que, oui, bien sûr, Sigfox est déjà crypté. On n'est pas forcément à l'abri, mais d'autres gros aussi. Voilà. Après, derrière, il faut se dire que ce n'est pas du coup des gens qu'on suit, mais on va dire des actifs. Les données qui transitent, en fait, sont des données qui sont encodées pour des soucis, en fait, d'énergie et pour faire passer le maximum de données, du coup, dans un minimum d'octets, tout ça est encodé. Donc, il y a quand même cette barrière-là, en plus, voilà, de tout ce qui peut être mis en place au niveau sécurité. Voilà. Pouvez-vous d'ores et déjà nous dire comment s'engage l'année en termes de business, pipe commercial, CA, trésorerie par rapport au prévisionnel? Alors, on est totalement dans le cadre du prévisionnel. Aujourd'hui, on a à peu près sécurisé 30%, entre 25 et 30% du nombre de devices. On est en termes donc ça se passe plutôt bien. On a mis des objectifs assez ambitieux sur
2018, puisqu'on passerait de 2500 à 22 000 unités sur 2018, ce qui était quand même une croissance très importante sur 2018, et on s'accroche à cet objectif-là. En termes de business, c'est tout à fait cohérent avec nos prévisions. On peut même, je pense, avoir la surprise d'avoir un gros dossier de type 50 000 ou 60 000 unités qui vont se déployer sur 2018 et 2019. Donc, ça, c'est tout à fait possible. En termes de trésorerie, on est tout à fait en rapport avec ce qu'on fait. On est même en deçà, en termes de charge, de ce qu'on avait prévu. On avait prévu on était assez ambitieux sur la croissance de l'équipe et Laurie nous a rejoint il y a peu de temps. On a également un docteur ingénieur qui est venu qui vient chez nous sur la partie hardware et mécanique, qui est des compétences compliquées à avoir, à la fois d'un côté hardware et avoir quelqu'un qui comprend la mécanique et le hardware, parce que c'est deux technologies compliquées et qu'on doit travailler ensemble. Et on va renforcer l'équipe de Sandrine, mais je pense qu'on va passer un laps de temps avec ces 12 collaborateurs avec moi-même, et donc on sera en dessous du plan d'embauche prévu. Donc en termes de charge, on sera inférieur, je pense, à ce qu'on aura prévu sur 2018. Donc tout est plutôt, les clignotants sont au vert. En termes de trésorerie, on est plutôt en bonne position pour des raisons que je viens de vous indiquer, et puis par le fait que nos actionnaires actuels sont présents, qu'il y a eu une avance de trésorerie pour atteindre le niveau de l'augmentation de capital qui arrivera sûrement, disons, mi-mars, fin mars. Et donc, à ce titre-là, on est très soutenu par la BPI qui nous relance encore sur d'autres possibilités de crédit qu'ils nous proposent. Donc, je trouve que les startups en France, en particulier nous peut-être, je ne sais pas, mais on est très, très cocoonés quand même. On a quand même pas mal d'aides. On est mis en avant, on est regardé, on est suivi. La BPI fait un travail énorme. La French Tech est très présente. Ils veulent nous accompagner sur un certain nombre de pays. PwC, par exemple, la grande société de consulting, souhaite nous faire rejoindre leur accélérateur pour utiliser leur réseau à l'international. Donc, je pense que la France n'est pas le pire des pays pour créer une structure, et en particulier dans la high-tech. Donc, pour répondre simplement, les clignotants sont ouverts tant au niveau trésorerie que chiffre d'affaires ou que pipe. Alors, Sophie qui demande, les datas sont-elles accessibles aux clients uniquement par la plateforme web ou sont-elles fournies également par batch? Alors, elles sont fournies via l'application. Elles sont aussi fournies via des API. Voilà. On peut aussi du coup les envoyer par push HTTP, et aussi on peut aussi les mettre à disposition sur un broker de messages de type MQTT. Voilà, donc c'est assez varié. Le client peut récupérer du coup ces données par divers moyens. Très bien. Alors je vois que le temps court visiblement. Il y a le timekeeper qui est en train de nous dire qu'il faut répondre aux dernières questions. Moi, je serais bien resté plus longtemps, mais si j'ai vu, mais parce que j'étais concentré sur la question, la réponse. Comment gérez-vous les versions étrangères de la plateforme web? Ah oui. Alors, du coup, oui, bien sûr, c'est multilingue. Hein, donc, en fait, tout ce qui est label n'est pas vraiment un label, mais tout ça est externalisé dans des sortes de fichiers. Donc, du coup, on a une version, bien sûr, française, anglaise. Chez nous, il y a Yannick qui parle couramment espagnol aussi. Et donc, on a une version aussi espagnole. D'accord. Et pour le Japon, nos amis japonais, du coup, on avait fourni tous les labels en anglais, et ils nous avaient fait la traduction du coup en japonais. Donc on l'avait aussi en japonais. Voilà, une petite version japonaise aussi qui tourne. Alors, oui, on arrête, d'accord. Pas vu votre BP, besoin de financement dans le temps, solution Evalo, niveau de trésor. Pierre-Marie, alors, c'est compliqué de répondre à toutes ces questions en 5 secondes. Sur le SAV, par exemple, et la hotline, pour l'instant, c'est vrai qu'on a… C'est
ça sonne là et c'est nous qui prenons, on va dire, du coup, les appels suivant on va dire, les projets et les besoins, les différentes langues. On couvre français, anglais, espagnol ici, je pense. Voilà. D'accord. Et alors, j'ai pas vu votre BP. Alors, je reviens sur le sujet de Pierre-Marie. Il y a quelqu'un qui dit arrêtez de secouer la table qui porte la caméra, merci. Il y en a qui sont malades, peut-être de l'autre côté. Non, c'est pas. Oui. Ok. Pas vu votre BP, besoin de financer dans le temps, solution au niveau de trésor. Alors, le besoin de financement, rapidement, on s'est positionné aujourd'hui sur une levée de fonds chez WeSeed de l'ordre de 300 000 €. En tout, on va lever à peu près 1,2 million. On va avoir à peu près 2 millions avec du dilutif et du non dilutif. On a une valorisation de 4 millions d'euros aujourd'hui à pré-monnaie. Et au niveau du trésor, aujourd'hui, on a un niveau de trésorerie tout à fait correct au vu des. Il faut revoir un peu le plan de. Enfin, faut que je ne vais pas vous résumer la totalité des éléments financiers, mais il y a toutes ces questions sont dans le BP et dans les chiffres et c'est tout à fait cohérent avec la réalité, tout à fait cohérente avec ce qu'on avait prévu. Alors, autre question. Bonsoir. En imaginant le respect du plan de développement, comment peut-on valoriser Fly4You à horizon de quelques années? Quels indicateurs regarder? CA. Bon, alors après, la question, on peut regarder le CA, on peut également regarder un multiple de l'EBITDA. Et c'est clair que si on suit les prévisions, un PER de 6 ou 7 par rapport à l'EBITDA est tout à fait jouable dans ce secteur. Après, je pense que c'est plutôt ce type de valorisation qu'on aura. Donc, il faut prendre l'EBITDA avec une version pessimiste avec un multiplicand de 5 et une version optimiste avec un multiplicand de 7, qui peut être une bonne indication de valorisation. Alors, quelles seraient les stratégies possibles de sortie d'un crowdfunder WeSeed? C'est Guillaume qui pose cette question. Et je crois que ça va être la dernière question, me dit-on. OK. En fait, il y aura plusieurs solutions. Aujourd'hui, nous, on peut très bien envisager soit de céder, enfin, il y a plusieurs possibilités. Il y a des intérêts qui ont déjà été manifestés, alors sans lettre, mais quand même, il y a des questions qui ont été posées par ce qu'on appelle des 3PL, des gens qui travaillent sur les prestataires logistiques et qui voient ce type de service comme étant un moyen d'augmenter la valeur chez eux. Ça peut être une solution. Il y a des solutions, clairement, sur le respect de ces hypothèses de travail feront qu'il y aura un intérêt très fort de la part des financiers. Il peut y avoir également une sortie en IPO parce que il y aura une partie, toute ou partie des actionnaires voudront sortir et réaliser leurs actifs. Et un IPO sera tout à fait possible, surtout s'il y a une stratégie internationale, ce qui est notre cas. Et puis, in fine, un fonds d'investissement qui reprend la totalité des titres ou une grande partie en liaison avec un nouveau projet de développement. Parce que je pense que dans les 10 à 15 ans prochains, on va voir l'IoT industriel se déployer et on est quand même très, très bien placé pour pouvoir profiter, si ce n'est de la manne, du moins de cette production de valeur ajoutée, de ces nouveaux marchés. Donc, les sorties me paraissent assez nombreuses et à ce stade-là, aujourd'hui, on sent que si PwC, par exemple, est venu vers nous, c'est pas pour rien et c'est parce qu'ils pensent qu'effectivement, il y a un vrai potentiel de croissance. Je rebondis sur la question pour vous dire qu'en fait, il y a beaucoup aujourd'hui, on surfe en fait sur une vague qui est porteuse, qui est la vague de la digitalisation des métiers. Alors, c'est un grand mot. On ne met pas souvent de contenu derrière tout ça. Mais nous, en fait, on essaie au travers de ces nouvelles technologies de créer de la valeur autour de la digitalisation de ces métiers, des métiers de nos clients.
Il y a beaucoup de métiers qui sont, je dirais, relativement traditionnels. Le cas, je ne veux pas toujours revenir sur celui-là, mais je trouve qu'il est assez caractéristique. L'industrie du câble électrique est quand même une industrie relativement traditionnelle. Je me rappelle d'une réponse à une question que j'ai posée à des chargés d'affaires de l'industrie du câble. Ce n'était pas nécessairement chez Nexans, à qui je disais, mais comment faites-vous pour reconnaître un mètre de câble du producteur A et du producteur B? Bon, il vous explique avec des grandes phrases techniques que l'enveloppe c'est super chez eux, etc. Puis après, quand vous êtes arrivé à la fin du déjeuner entre la poire et le fromage, ils vous expliquent que on les reconnaît parce qu'il y a le nom de leur société qui est marqué dessus. Donc en fait, ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire qu'il y a des métiers qui sont très difficiles ils ont des difficultés à différencier leurs produits. Et là, on peut surfer là-dessus. Et si ça a très bien marché sur ce secteur-là, c'est parce qu'on a amené une solution pour qu'un des acteurs puisse se différencier par rapport à la masse de ses concurrents. Et ça marche. Ça marche. Puisqu'en fait, aujourd'hui, on a certains cas de certains industriels qui reviennent vers nous, qui travaillent avec nous, qui nous disent, pour la première fois, j'ai un client un prospect que je n'arrivais pas à accrocher, qui m'a commandé X centaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires, simplement parce qu'il voulait profiter de la data qu'on le mettait à disposition. Ça, c'est assez caractéristique de ce qu'on peut amener à des métiers industriels relativement classiques et qui vont vouloir se digitaliser dans le futur et créer de la valeur pour se différencier. Voilà. Est-ce que nous avons d'autres questions? Visiblement pas. Donc, on a eu des félicitations pour notre prix innovation dans le chat. Très bien. Mais écoutez, super. Nous, alors c'est vrai qu'on n'a pas on a un retour écrit et on parle beaucoup, donc j'espère que l'heure a été profitable pour vous. N'hésitez pas. Alors c'est une invitation, c'est pas une invitation de Gascom, même si je le suis. Si vous avez la chance ou l'occasion de passer à Toulouse, n'hésitez pas de venir vers nous. Vous ferez d'ailleurs une pierre deux coups. Vous pourrez voir WeSeed qui est au premier étage et au rez-de-chaussée, nous avons Fly for You. Donc, si vous êtes intéressé par ce secteur, si vous êtes intéressé par investir chez nous, n'hésitez pas. Venez nous voir physiquement. Vous verrez, on vous montrera nos devices et puis vous aurez un contact direct. Mais de toute façon, c'était une excellente initiative. Merci WeSeed d'avoir organisé ce live. Merci à vous. N'hésitez pas à poser des questions par mail ou sur la plateforme WeSeed. On fera le maximum pour y répondre. J'espère que nous allons vous compter parmi nos futurs actionnaires. Merci à vous. Merci.